Bonjour. Donc, après avoir vu dans la vidéo précédente les théories qui expliquent les phénomènes de masse et les comportements de masse ainsi que la pandémie émotionnelle, on va l'appeler comme ça, nous allons maintenant venir à l'aspect plutôt individuel et clinique. Donc, notamment dans cette vidéo, je vais exposer les effets de la pandémie sur les patients qui ont déjà des pathologies psychiatriques préexistantes, les études qui ont été faites sur les effets psychologiques en général de la pandémie sur la population en général pour finir avec une réflexion sur notre rôle de soignant dans ce contexte de pandémie. Donc, je vais commencer par une enquête de population qui a été faite après le swine flu, le H1N1 aux États-Unis et qui a démontré que la population qui était le plus à risque de présenter des effets psychologiques accentués, c'était les enfants qui avaient un trouble psychiatrique préexistant, les troubles somatoformes et les personnes qui avaient des troubles anxieux-dépressifs. Cependant, il y a aussi un risque de rechute important pour les troubles psychiatriques sévères et chroniques comme la schizophrénie, la maladie bipolaire, avec un risque d'arrêt de traitement et de non-compliance aux instructions de santé publique, ce qui peut constituer une mise en danger. Ceci peut s'expliquer par la difficulté d'accès aux soins et aux médicaments. S'il y a un confinement s'annonce, il faudrait pouvoir prévoir des prescriptions de plus longue durée pour les médicaments qui ont besoin de prescription, s'assurer surtout des ressources disponibles, donc bien voir avec tous les patients et notamment les patients qui ont besoin de dosage par exemple pour la clozapine, pour le lithium, s'ils sont capables de pouvoir s'assurer ces dosages, s'ils ont des labos à proximité. Donc proposer des solutions en amont et ne pas se trouver à la dernière minute avec des patients qui n'ont plus lu leurs médicaments ou qui n'arrivent pas à avoir accès à leurs médicaments. Donc une autre option en temps de pandémie, c'est les consultations par Skype, bien que vraiment on perd beaucoup en termes de qualité de relation, d'interaction, mais quand même ça reste une alternative intéressante pour gérer les urgences, notamment chez les patients qui sont confinés ou chez les personnes qui refusent ou qui ont peur de sortir de chez elles ou qui sont tout simplement en quarantaine. Donc, il ne faut pas laisser tomber ces patients. Nos patients ont besoin qu'on continue avec la même qualité de soins et avec la même rigueur à les suivre, même en temps de pandémie. Bien sûr, pour les institutions psychiatriques, donc les gens qui sont institutionnalisés, il y a un grand risque, tout comme dans les prisons, puisque les conditions hygiéniques ne sont pas toujours respectées, puisque les gens sont très nombreux. Et d'ailleurs, il y a eu des recommandations pour préparer des plans en prévention d'une pandémie dans les institutions psychiatriques, tout comme les prisons d'ailleurs. Une enquête de population à Taïwan sur la détresse psychologique en population. Donc ça, c'est une enquête de population. C'est pas dans une population clinique. Une enquête de population a révélé que 6 mois après la fin de l'épidémie du SARS en 2003, il y avait une détresse psychologique élevée chez un dixième de la population. Donc ici, ils n'ont pas fait un screening de symptômes. C'était pas basé sur des symptômes ou sur des diagnostics psychiatriques, mais c'était plus basé sur une détresse psychologique, donc leur façon de percevoir la vie, leur optimisme face à la vie, leur façon de se percevoir eux-mêmes, etc. Donc c'était plus une évaluation psychologique. Ils ont montré que ces personnes qui avaient une détresse psychologique élevée presque 6 mois après la fin de l'épidémie c'était surtout corrélé avec les conditions psychiatriques préexistantes, un âge supérieur à 50, un manque perçu de préparation, donc on revient à l'idée de quand il n'y a pas de protocole et de plan de préparation pour la pandémie, c'est toujours plus grave, et l'expérience personnelle avec l'épidémie, donc si on a été soi-même atteint ou si quelqu'un de notre entourage a été atteint. Alors, une autre donnée a ramené quand même des expériences plus positives. À Hong Kong, par exemple, aussi en post-SARS, il y a eu dans une enquête de population, en fait, les gens ont rapporté que ça a renforcé leur support social et leurs liens sociaux, puisqu'ils ont dit que ça les a permis de contacter des gens avec qui ils étaient en fait en froid depuis longtemps, etc. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de voir la morbidité psychiatrique chez les gens après une épidémie. Et bien sûr, comme je vous ai dit, ça a surtout étudié après le SARS. Donc, 60% des personnes après le SARS, 3 ans après le SARS, avaient des symptômes de PTSD et de dépression.
Cependant, ce sont des gens qui ont bien sûr été atteints. Donc, ce n'est pas une enquête de population, c'est une enquête auprès des gens qui sont atteints, qui ont été atteints du SARS et qui ont guéri. Mais cette prévalence, c'est la même que les patients qui sont traités aux soins intensifs pour un syndrome respiratoire aigu qui est dû à d'autres causes. Donc, c'est plutôt rassurant, ce n'est pas uniquement dû au fait de la pandémie. Et il y a eu une autre étude qui était aussi assez encourageante, c'est que la qualité de vie reliée à la santé était comparable à la population saine un an après que les survivants d'une attaque d'influenza sévère H1N1 et soit sortis des soins intensifs. Parce que le H1N1, même si pour la plupart des cas elle était bénigne, mais pour certaines personnes elle était sévère et ça nécessitait un passage aux soins intensifs. Et donc un an après la sortie, la qualité de vie était comparable à la population saine. Alors, une étude aussi, après le swine flu, une étude des familles et des caregivers, donc des gens qui s'occupaient des patients qui étaient hospitalisés pour le H1N1 en Mexique, a trouvé qu'ils avaient quand même une perception du stress qui était élevée, des symptômes de dépression et une anxiété de mort. C'était plus que la population générale, mais c'était similaire aussi aux patients qui étaient hospitalisés aux soins intensifs pour d'autres raisons. Aussi, une conclusion encourageante, c'est que la plupart des survivants et des caretakers étaient retournés en fait à leur fonctionnement de base en santé mentale après un an, mais à condition qu'il n'ait pas de séquelles physiques. Donc les personnes qui avaient encore des séquelles physiques, que ce soit respiratoires ou autres, n'étaient pas retournées à leur fonctionnement de base en termes de santé mentale, mais les personnes qui avaient complètement recouverts physiquement sont retournés à leur santé mentale de base. Donc finalement, qu'est-ce que ces études nous disent? Ces études nous disent que finalement, chez les personnes, dans la population générale, donc la population qui n'a pas été atteinte du virus ou du germe en question, la détresse psychologique était surtout élevée chez les patients qui avaient des pathologies psychiatriques préexistantes, mais qu'il pouvait y avoir aussi, certaines personnes avaient perçu aussi des effets positifs en temps sur le lien social. Par contre, les patients qui y ont été atteints et leurs familles sont bien sûr plus à risque de développer une dépression, une anxiété et un stress élevé, surtout s'il y avait eu un passage aux soins intensifs, mais ces scores sont comparables à ceux qui ont été aux soins intensifs pour d'autres raisons. Donc, dans l'après en fait de la pandémie en Afrique, les études ont trouvé que chez les survivants, ceux qui ont survécu, donc parce que bien sûr le Ebola est une maladie très grave qui peut avoir des symptômes très sévères, des hémorragies très sévères. Donc les gens ont rapporté des sentiments de peur, de déni et surtout de honte. 16% avaient un PTSD un an après l'épidémie, donc 16% bien sûr des gens qui ont survécu, ainsi que leur famille, alors que 6% présentaient des symptômes anxieux et dépressifs. Ce qui est important, et ça c'est une étude vraiment très importante que je vous conseille de consulter, de Bettencourt en 2016, ce qui est important et ce que cette étude a trouvé, c'est que en fait les comportements de santé, que ce soit les comportements de risque ou de prévention et le fait d'adhérer aux recommandations en santé publique pour ne pas avoir l'infection ou pour se protéger étaient médiés par le PTSD et la dépression. Donc si les gens avaient développé un PTSD et une dépression, ils étaient plus à même de ne pas suivre en fait les recommandations de santé. Et bien sûr, il faut se rappeler aussi qu'il y a toujours des facteurs locaux, culturels, politiques et économiques. Donc si le outbreak of Ebola, il arrive en Afrique dans un continent qui est déjà marqué par la pauvreté, par la guerre, par les conflits, les conflits internes, ça va être encore plus lourd. Tout comme par exemple maintenant au Liban, le Covid, il arrive sur fond de crise économique, de crise politique. Donc il faut quand même prendre en compte cet aspect aussi. Donc la stigmatisation, je reviens sur l'idée de la stigmatisation parce que ça a été aussi retrouvé par les études que les gens, en fait, les survivants et même les soignants ont rapporté des sentiments d'avoir été stigmatisés. Surtout parce que en fait par rapport à l'Ebola, ça laisse des séquelles physiques et le fait aussi d'être marqué physiquement par la maladie augmente le risque de stigmatisation par l'émotion du dégoût chez les gens.
Donc c'est suite à toutes ces études que des agences, des instances internationales ont recommandé des actions pour mitiger les implications émotionnelles et comportementales et qu'ils ont reconnu le rôle des facteurs psychologiques dans l'adhésion aux mesures de prévention et de confinement. Donc ça c'est très important parce que en fait une personne qui est déprimée, qui est extrêmement anxieuse, qui est vraiment qui n'est pas dans son état, on va dire, normale de santé mentale, elle ne va pas pouvoir adhérer aux recommandations et aux instructions de santé publique et ceci va avoir des effets sur la propagation de la maladie. En résumé, ici, on va résumer en une slide que c'est que les personnes qui sont à risque de stress post-traumatique et psychosocial lors de pandémies, donc tout ça c'est pour dire une chose, c'est que les personnes qui ont des maladies psychiatriques préexistantes et surtout si elles sont institutionnalisées, donc c'est pourquoi nous ça nous concerne cette pandémie parce que nos patients ils sont à risque, les survivants, les familles de survivants et de victimes et les soignants. Donc ça, on va le voir un peu dans les vidéos prochaines puisque je vais parler de la santé mentale en quarantaine et en isolement. Donc souvent, les survivants, les familles de survivants ont été isolés et en quarantaine et ça explique pourquoi ils ont des scores qui sont plus élevés en termes de symptômes psychiatriques. Et bien sûr, les soignants, je vais faire une vidéo rien que pour les soignants. Quel est notre rôle, nous, en tant que soignants, durant et après l'épidémie? Je pense que ce qui est le plus important, c'est de vraiment comprendre comment se passe la contagion émotionnelle et de comprendre les réactions des, des gens, tant au niveau collectif qu'individuel. Donc gérer la contagion émotionnelle, comment on la gère à travers une information fiable et appropriée autour de nous. Plus les gens connaissent comment le virus il fonctionne, quels sont ses modes de transmission, quel est le risque, quel est le bénéfice du confinement, etc. Plus ils ont une information qui est fiable, qui n'est pas changeante, qui n'est pas contradictoire, et plus ça va mobiliser la prévention sans induire une panique. Ce qui nous panique, c'est ce que nous connaissons pas. Donc, c'est la contagion émotionnelle, elle vient face à l'incertitude. Plus on connaît et on sait notre rôle et on sait ce qui est demandé de nous, et moins il va y avoir une panique. Servir de modèle, bien sûr, nous sommes un modèle pour nos patients et je dirais même pour notre entourage. Ils nous regardent comme des personnes avec une expertise particulière en santé mentale, en bien-être et donc on peut utiliser la théorie de la contagion d'une manière positive en étant un modèle pour les gens autour de nous. Cibler bien sûr la stigmatisation de personnes atteintes et leurs familles, donc toujours prendre la défense de personnes atteintes en temps si elles sont stigmatisées parce qu'il peut y avoir des perceptions très erronées comme quoi ces patients sont sales, ils n'ont pas pris leurs précautions, ils n'auront pas lavé les mains, etc., etc. Et bien expliquer la virulence du virus et son haut risque de contagiosité. S'assurer bien sûr de la continuité des soins pour nos patients, continuer à être présent, continuer à avoir des patients, bien sûr en étant flexible et en s'adaptant aux besoins du patient et à la nécessité parfois du confinement de certains patients. S'engager auprès du public pour informer et rassurer. Donc, il faut que nous, on soit aussi des médiateurs auprès du public et non pas seulement auprès du patient. Dès qu'on a l'occasion de parler, de discuter, d'informer et de rassurer sur la maladie, je pense que ça peut avoir un effet important tant au niveau collectif qu'individuel. Nous, en tout cas, au niveau du service, je pense qu'on continue à fonctionner normalement et ça aide aussi. Donc, il faut surtout aussi un support psychosocial pour les patients en isolement et en quarantaine, leurs familles et les soignants. Ça, je vais en parler un peu plus tard dans une autre vidéo. Et surtout, entraîner les soignants de première ligne à reconnaître les signes de détresse émotionnelle. Donc, c'est pourquoi maintenant, par exemple, au niveau de l'hôpital, la hotline pour les internes, ils sont entraînés à reconnaître quels sont les signes de détresse psychologique pour pouvoir référer à la hotline de la psychiatrie. Utiliser bien sûr avec précaution les réseaux sociaux et bien sûr identifier les besoins psychosociaux durant et après parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a un après qui va être marqué par le deuil, la crise existentielle, le manque de support, le stress post-traumatique et surtout la stigmatisation.